Alors que le mercato s'est terminé il y a maintenant 3 jours, l'actualité olympienne reste très rythmée avec notamment un entretien super intéressant de Mehdi Benassia dans l'équipe pour évoquer pas mal de choses comme le dernier mercato, ses ambitions pour le club, l'exigence qu'il veut mettre en place. Il a aussi donné des infos sur la prolongation de Rongier, sur l'arrivée d'Amine Gouiri, tout en confirmant qu'il y avait bel et bien un intérêt pour Pogba cet hiver. On va en parler en détail dans l'épisode d'aujourd'hui en s'intéressant aussi à la conférence de presse de Benasser, au potentiel retour de Kondogbia et d'Harit, mais aussi aux pistes Laporte et Koulibaly. Avant de passer au vif du sujet, dites-moi ce que vous pensez d'une prolongation de Valentin Rongier. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous semble indispensable au vu de ce qu'il peut apporter à chacun de ses coachs depuis son arrivée en 2019? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec les informations sur le match à Angers. On a appris qu'Hakim Ben Eladj serait au sifflet dimanche soir. Alors la dernière fois qu'il nous a arbitré c'était contre Reims avec le match nul 2-2 au Vélodrome après une première mi-temps de grande qualité avant de tout gâcher en deuxième. Quand il nous arbitre, le bilan est plutôt mitigé. 3 victoires, 1 nul et 3 défaites sur les 7 matchs qu'il a dirigés. Sur les photos de l'entraînement qui ont été postées par le club sur les réseaux, on a pu apercevoir Amine Harit et Geoffrey Kondogbia qui intensifiaient leur phase de réathlétisation le week-end dernier et qui étaient donc encore forfaits. Ils ont maintenant visiblement fait leur retour à l'entraînement collectif. À voir s'ils seront prêts à réintégrer le groupe pour le match de dimanche parce qu'ils seront sûrement encore un peu justes et faut qu'ils reprennent le rythme, mais ce serait quand même 2 bonnes nouvelles pour offrir 2 solutions supplémentaires à De Zerbi. Il y a une autre information intéressante côté marseillais avec le transfert d'Oussama Targaline du côté de Feyenoord. Là où ça nous intéresse, c'est qu'il y a un pourcentage à la revente. Voteball International explique que Feyenoord l'aurait acheté pour un peu moins d'1 million d'euros à 6 mois de la fin de son contrat. C'est vraiment cadeau pour un joueur comme Targaline qui est en pleine pente ascendante. Transfermarkt a même parlé de 475 000 euros, c'est encore moins élevé. Concernant le pourcentage de l'OM, certaines sources parlaient de 50%. Droit au but TV a évoqué 25% dans un tweet hier soir, donc à voir quelle somme va récupérer l'OM. Mais ce sera pas l'opération du siècle non plus au vu du faible montant du transfert, tout en se rappelant bien que c'était un transfert gratuit quand il est parti au Havre. Sur le prêt de Bamo Meïté à Montpellier, on expliquait dans le bilan du mercato qui est sorti hier qu'il y avait une option d'achat de 8 millions d'euros mais que le doute subsistait sur sa levée en fin de saison puisque Montpellier est en difficulté et s'ils descendent je les vois pas la lever. Le Phocéen explique que l'idée des dirigeants serait de profiter de son temps de jeu plus important pour faire grimper sa valeur marchande et récupérer les 10,5 millions investis. Ça dépendra bien sûr de ses performances dans un collectif qui ne tourne pas bien et comme toujours on va suivre ça avec attention dans Focus sur les prêtés. On enchaîne avec un point sur ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Benasser qui a été présentée hier midi, l'occasion pour lui d'exprimer sa satisfaction d'avoir signé à l'OM, un club dont il est supporter depuis toujours et dont il rêvait de porter le maillot. Il a d'ailleurs montré à 2 reprises en poussant pour venir d'abord l'été dernier puis cet hiver. D'ailleurs on peut remercier Zlatan de pas l'avoir bloqué alors que le timing était très serré, mais surtout à Benasser qui a insisté auprès de sa direction pour partir. Il a adoré l'accueil qui lui a été réservé mercredi, ça l'a beaucoup touché même si ça l'a pas surpris de la part des supporters marseillais qui sont bouillants et qui donne envie aux joueurs de faire de grandes choses. Il confirme qu'il sera dans le groupe dimanche, il explique être à 100% et prêt à tout donner peu importe le nombre de minutes qu'il aura à jouer. J'ai beaucoup aimé l'assurance dont il a fait preuve au moment de parler de ses ambitions, il veut gagner des titres, il a clairement dit qu'il n'était pas venu pour être 2e ou 3e, et j'ajouterais que c'est avec des joueurs ambitieux et des mentalités comme la sienne qu'on arrivera à passer un cap sur les prochaines saisons. Il précise que Benassia a joué un rôle très important dans sa venue parce qu'il le connaît personnellement, il lui a exposé le projet et les changements qu'il veut mettre en place pour que le club retrouve les sommets. Ceci étant dit, on passe maintenant au cœur de la vidéo avec un gros focus sur l'entretien de Benassia qui est sorti aujourd'hui dans l'équipe. Je suis allé me procurer l'édition papier ce matin pour vous faire un résumé complet qui peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon entretien parce qu'il a balayé pas mal de sujets comme le mercato, les ambitions et l'exigence qu'il veut amener au club. On parlera aussi de Pogba, des départs de Wai, Brassier et Koné, mais également de sa sanction et de son premier bilan après un peu plus d'1 an à l'OM. Pour commencer, on va revenir sur le passage où il parle du mercato d'hiver. Il explique notamment que De Zerbi voulait compléter l'effectif en réalisant ce qui n'avait pas pu être fait à la fin du mercato d'été. Il voulait un milieu et un défenseur supplémentaire aux caractéristiques adaptées à son style de jeu, notamment dans l'aspect technique. C'est fait avec Benasser et Luis Felipe qui collent parfaitement aux critères. Pour Brassier, il explique que la décision de s'en séparer était inévitable parce qu'ils ont rapidement compris que ça ne fonctionnerait pas malgré toute la bonne volonté du joueur. Il rappelle aussi quelque chose de très important, il n'y a pas de mauvais joueurs mais que des mauvais contextes. Pour Wai, il précise qu'il savait qu'il allait partir depuis à peu près 3 semaines, il ajoute que les dirigeants savaient pertinemment qu'il avait des failles au moment de le recruter, notamment dans l'aspect mental, mais que s'il n'avait pas certaines failles, il serait directement parti dans un top club plutôt que de signer à Lens puis à Marseille. Pour autant, il semble dire que Benassia ne s'est pas suffisamment investi et qu'il n'entrait pas dans le cadre qu'il a instauré. Ils ont donc choisi de trouver une solution et de le vendre à Francfort. Il est persuadé qu'il réussira là-bas et je le rejoins totalement sur cette idée-là. Francfort, c'est un très bon club pour faire progresser les jeunes et les mener vers des top clubs par la suite.
Quand il a été questionné sur les départs de Brassier, Wai et Koné, il a directement expliqué qu'il a découvert le caractère de certains joueurs seulement après leur signature. Il y a certains joueurs qui lui ont fait des réflexions quand il leur demandait plus dans l'intensité, la rigueur, le travail, le sacrifice et la réaction à la perte de balle. Ces joueurs-là avaient plus tendance à mettre la faute sur les autres, sur le coach, alors qu'au départ ils avaient accepté les exigences, mais ça s'est pas traduit par des actes sur les 6 premiers mois, donc la direction a pris des décisions pour améliorer les choses. Pour autant, Benassi ajoute que l'objectif n'est pas d'être dans une spirale d'instabilité, que c'est possible d'être patient avec certains joueurs, mais que des aspects ne sont pas acceptables, principalement quand ça concerne l'attitude, et ce sera la même sentence pour tous les joueurs qui montrent une attitude insuffisante. Il ajoute qu'avec Longoria et Deserbi, ils regardent 42 matchs chaque week-end et qu'ils ne peuvent pas accepter que cet investissement ne se retranscrive pas chez les joueurs. Certains pensent qu'ils peuvent consacrer 3 heures par jour à l'OM alors qu'il en faut beaucoup plus. Il y a une autre réflexion intéressante avec un joueur qui ne comprenait pas pourquoi il y avait 45 minutes de cours de français 2 fois par semaine alors que c'est un joueur qui aurait un contrat longue durée. C'est une réflexion totalement débile de la part de ce joueur en question parce que c'est absolument essentiel pour bien s'adapter, surtout quand on envisage de rester plusieurs années. Concernant l'arrivée de Gouiri, il explique que ce n'était pas un panic buy comme certains peuvent le penser parce qu'ils savent pertinemment ce qu'il peut apporter à l'équipe, tout en concédant qu'ils avaient une longue liste d'attaquants sous la main, avec beaucoup de profils qui ont été étudiés, mais certains qui étaient bien sûr inatteignables. Il est aussi revenu sur sa première année dans l'organigramme du club en parlant à nouveau de la 8ème place de la saison dernière qu'il voit comme le plus gros échec sportif de sa carrière, alors même qu'il est arrivé en cours de route. Il parle d'une équipe très moyenne avec une attitude catastrophique, d'entraînement qui n'était pas adapté au temps de jeu des joueurs. Sa décision a été de prendre des décisions radicales et de repartir d'une feuille blanche l'été dernier. Il rappelle qu'ils ont ramené un directeur de la performance, un psychologue pour aider les joueurs à s'adapter plus rapidement en les mettant dans les meilleures conditions, pour éviter de revivre l'épisode Luis Enrique dont l'arrivée était accueillie avec beaucoup d'espoir, mais qui était livré à lui-même sans réel suivi. Il fait la passerelle avec un autre sujet important, la lutte en interne. Il explique que quand tu fais du changement, tu te fais des ennemis à l'intérieur du club. L'équipe a mis une annotation en fin d'interview en expliquant que Benassia faisait allusion à Cecilia Barontini qui n'était en poste que depuis 1 mois et demi et qui s'est senti pousser des ailes pour reprendre ses propos. Il explique que personne ne dit les choses franchement, que tout se fait derrière le dos des autres et qu'il ne supporte pas ça alors qu'il sait pertinemment que certaines personnes étaient largement contre sa venue au club. Il précise qu'au départ il a bien expliqué les choses à Deserbi en lui garantissant qu'il allait faire le ménage au sein du club parce que c'était de sa responsabilité, et Deserbi lui a depuis récemment confié qu'il se sentait très bien avec ses hommes autour de lui. Par rapport à son avenir, il a d'abord rappelé tout l'amour qu'il porte au club en répétant son regret de ne pas avoir pu jouer au Vélodrome à l'époque où il était au centre de formation. Pour autant, il affirme qu'il ne sait pas combien de temps il restera et que ce sera probablement pas longtemps puisque c'est un club usant physiquement et mentalement. Il assure qu'il donnera tout jusqu'au dernier jour parce qu'il se sent en mission. Ça c'est la réponse qui nous rassure pas vraiment parce qu'il fait du super bon boulot alors qu'il n'est là que depuis 1 an, et la suite s'annonce tout aussi ambitieuse, on en parlera un peu plus tard. J'imagine qu'il restera au moins pour les 3 prochaines saisons comme Deserbi avant de voir de quoi la suite sera faite. Il a aussi été interrogé sur sa personnalité en expliquant qu'il continuera de garder ce côté émotionnel et passionnel qui le caractérise bien, sa volonté de réussir qui lui a permis de faire une grande carrière en tant que joueur et qu'il reproduit aujourd'hui en tant que dirigeant. Il ne compte pas non plus renier ce côté direct qui peut déplaire à certains. Il en a profité pour évoquer la lourde sanction du match contre Lille en parlant de l'une des plus grosses humiliations de sa vie. Il rappelle qu'il est venu calmer son coach pour apaiser les choses, puis qu'il a montré du doigt la surface de réparation pour rappeler au 4ème arbitre qu'ils avaient oublié un penalty. Ça a été interprété à tort comme une menace et sanctionné d'une suspension de 3 mois, alors que de l'autre côté, Olivier Létang a été moins lourdement sanctionné, alors qu'il a quand même pris le bras d'un des arbitres. Il termine en expliquant qu'il ne se sent pas traité de la même façon que les autres, et sur ce point-là, on est évidemment totalement d'accord avec lui parce que ça ressemble à de l'acharnement. Benassia en a profité pour dire qu'ils vont rapidement entamer des discussions avec Rongier et ses agents pour une prolongation. C'est une demande du coach pour un joueur que Benassia adore lui aussi pour ce qu'il apporte à l'équilibre de l'équipe. C'est un sujet très important parce qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat cet été. Il a récemment évoqué la possibilité d'un départ à l'étranger sans fermer la porte à l'OM non plus. On en avait parlé dans l'un des derniers épisodes d'Actu OM. C'est un joueur qui garde toujours sa place quel que soit l'entraîneur et la concurrence qu'il peut y avoir. Il a un grand vécu au club et c'est pas quelque chose de fréquent sur les dernières saisons au vu de l'instabilité de l'effectif. Je vais terminer ce résumé de l'entretien par son point sur le dossier Pogba. Vous l'avez vu au titre de la miniature, il a expliqué qu'ils avaient bien réfléchi à sa venue et qu'à la base ils voulaient le faire. Seulement après réflexion, ils se sont dit que ça perturberait l'équilibre du club alors qu'il ne pourrait pas prendre part à la fin de saison, et forcément tous les regards auraient été tournés vers lui dans l'aspect médiatique. Il ajoute que l'OM est un projet qui lui parle et qu'il aurait certainement aimé venir. Ils vont suivre son évolution sur les 6 prochains mois et s'il y a la possibilité de faire quelque chose à ce moment-là, il serait très content de compter sur lui pour la saison prochaine. Seulement d'ici là, il aura sûrement retrouvé un nouveau projet, mais à voir.
Toujours dans l'équipe de ce 6 février, le quotidien confirme que l'OM a tenté le coup pour Aymeric Laporte. Il était séduit par le discours de Benassia et aurait donné son accord pour un transfert à Marseille, mais ça s'est pas fait à cause de différentes modalités financières qui ne collaient pas. Pour autant, la porte est toujours ouverte pour l'été prochain, avec des conditions pour se libérer qui sont plus facilement atteignables. C'est pas le seul joueur que Benassia a approché, il y a aussi Kalidou Koulibaly dont on avait aussi parlé sur la chaîne. Il y a eu des discussions, il n'est pas insensible à l'intérêt de l'OM, mais très compliqué à sortir d'Arabie Saoudite. Le quotidien confirme aussi l'intérêt pour Todibo dont on a parlé récemment, mais aussi pour Marcus Rashford, même si lui était moins chaud à l'idée de venir jouer en France au moment des discussions. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Pogba dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sans doute l'avant-match qui sortira probablement samedi midi. La vidéo d'aujourd'hui était pas prévue, je comptais plutôt faire un petit break, mais l'entretien était vraiment intéressant donc j'ai voulu en parler avec vous. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.